cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission 9-2-1 Partez. C'est l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et savoyarde. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où j'aurai le plaisir de co-animer avec Driss. Comment vas-tu ? Ouais, ça va super, ravi d'être là pour ta première en tant qu'animateur, c'est toujours agréable. Donc, Merci beaucoup, merci. Merci, c'est super plaisant, merci beaucoup. Merci. Au programme, nous allons avoir une émission 100% handball où nous allons mettre en lumière le handball club d'Aix-les-Bains. Et pour finir, on écoutera les chroniques de Driss et Adrien où ils vont nous parler de l'Euro, voilà, de la dernière actualité football. Exactement. On a été un peu déçus ces derniers jours, donc on va essayer de décrypter un peu tout ce qui s'est passé et puis pourquoi pas pronostiquer le reste de cette compétition. Complètement, qui n'est pas fini. Exact. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, on va commencer avec un mastodonte du sport aixois. On va parler handball et pour cela, on accueille donc les membres du handball club d'Aix-les-Bains avec tout d'abord le dirigeant du club. Bonsoir, cher Bernard Königsberg. Königsberg, bonsoir. Merci de nous accueillir. Eh ben, avec plaisir. Merci à vous. Et on a également avec nous un joueur de l'équipe, qui est donc Simon Robert. Comment ça va? Bonsoir à tous. Ça va super. J'espère que la première, ça passera au mieux. Ouais, complètement. Je suis assez bien entouré. Je suis assez confiant. Merci. Eh bien, on va commencer tout de suite. Voilà, pour commencer, je voulais m'adresser à vous, cher Bernard, en tant que dirigeant. Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'historique du HBCA ? Alors, l'HBCA, c'est un très beau club qui a été fondé en 1964. D'ailleurs, on va fêter les 60 ans cette année, le 12 octobre, la salle des fêtes de la Biole. Donc, ceux qui sont intéressés, qui veulent des places, merci de nous rapprocher. Ça sera une très très belle fête. Club fondé en 64, club mixte, club qui a eu une apogée, on peut dire aussi, dans les années 80-85, avec une extraordinaire équipe féminine. Une équipe féminine qui a matché au plus haut niveau français. Et on rencontrait des équipes comme le Stade Français gagné dans des prairies bourrés à craquer. Une équipe vraiment, vraiment au top. On a eu aussi, depuis quelques années, les garçons ont pris un petit peu le dessus. Une belle équipe, des belles équipes de N3, de N2. Une montée assez exceptionnelle en 2016-17 en N1. D'ailleurs, notre entraîneur, pour l'anecdote, c'était Guillaume Gilles qui entraîne aujourd'hui l'équipe de France. Très très belle équipe. Depuis, on navigue en N2 grâce à des joueurs comme Simon Robert qui est là, qui nous a rejoint il y a quelques années. Il venait du club d'Ivry en région parisienne. N3, N2, l'année dernière, on était retombés. Et cette année, les joueurs ont fait un sans faute pratiquement parce qu'ils ont gagné, je crois, 18 matchs sur 21. Et cette année, on va retrouver la N1, ce qui est exceptionnel. On retrouve aussi une très belle équipe féminine. L'équipe féminine sont un petit peu dans le creux. Avec le Covid, on avait perdu des joueuses. On a fait une petite entente avec la Motte et on a une équipe féminine là qui va retrouver la N3. Et à mon avis, je le dis, je sais que Simon va peut-être pas bien aimer ce que je dis là, mais l'avenir chez les filles s'annonce radieux. L'avenir s'annonce chez les filles, ça s'annonce radieux. Chez les garçons, une année, des joueurs qui nous ont quittés, Simon en parlera. On a des nouvelles recrues et toujours on fera au mieux. Je précise un peu sur le club, on a 392 licenciés cette année, précis. On a 18 équipes. On les prend au baby hand jusqu'au senior. On a même une équipe loisir et ceci pour les garçons et les filles. Donc tous les clignotants sont ouverts. Très bien, excellent. Super, voilà, ça promet pour la suite, quoi. Un super club dynamique très qui optimiste. Reflète et familial aussi, on le rappelle. Tout à fait. Le HBCA, c'est vrai qu'il y a cette proximité entre joueurs, staff, encadrants. Oui, très familial, parce que quand Simon est arrivé, je l'ai accueilli chez moi pendant un mois. Donc cela démontre parfaitement Simon, c'est la famille. La proximité. Simon, tu es arrivé à Aix-les-Bains il y a maintenant quelques années.
Comme le rappelait Bernard, tu viens en provenance de Ivry. Tu étais en N2 à l'époque. Non, tu jouais avec la N1, pardon, à Ivry. Et tu es arrivé pour renforcer la N2, Aix-les-Bains. Alors tout à fait, j'ai connu un peu le même parcours qu'Aix-les-Bains, mais depuis le centre de formation d'Ivry. Donc on était en National 2, on est monté en National 1. J'ai eu une très belle opportunité pour venir à Aix. Il se trouve que ça s'est très bien passé, parce que ça fait maintenant 7 ans que je suis ici. Et comme tu le disais, on est un club familial, donc ça se passe très très bien. On vit des moments forts, même niveau handball, on remonte là en National 2. Donc c'est vraiment super intéressant que ça soit du côté humain que du côté handball. Donc on apprend tous les jours, je pense, au HBCX. Et contrairement à ce que tu te disais, Bernard, je suis très content que les filles montent. Et on est ravis qu'on ait justement cette mixité dans le club. Et qu'on a des équipes jeunes que nous, on arrive à accompagner aussi en tant que joueurs. Des fois, on essaye d'aller les voir jouer, de les coacher. Okay. Donc il y a vraiment tout ce mélange qui se fait et qui crée une super alchimie au HBCA. Oui, c'est une vraie volonté de transmettre vraiment dès le plus jeune âge la pratique du handball. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai commencé depuis mes 9 ans et je sais qu'à Aix, là, il y a une vraie volonté de restructurer la filière jeune. Nos présidents ont mis un gros pied à l'étrier là-dessus. Ils ont fait un super travail. Nos équipes jeunes performent. On a des jeunes qui vont jouer à Chambéry, qui vont jouer dans d'autres clubs de la région et même au-delà. Donc non, ça performe, il y a une vraie volonté là-dessus, il y a une vraie volonté de transmission. Il y a des jeunes qui viennent s'entraîner aussi avec nous en senior, donc non, c'est vraiment, il y a une vraie transmission. Une vraie dynamique, quoi. Ouais. Et concrètement, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'aventure aixoise à l'époque ? Alors très honnêtement, au début, c'était un complètement coup du hasard. J'avais même le mal de Paris au tout début que je suis arrivé ici, mais petit à petit, je me suis fait. Maintenant, je suis amoureux de la région, je suis complètement aixois, que ce soit dans les valeurs, dans le côté handball, je me retrouve complètement dans ce club-là. Et Bernard m'a accueilli à l'époque, tout le club m'a accueilli à l'époque, j'ai toujours trouvé une main tendue, donc c'est un vrai plaisir de rester maintenant. Ok. Mais c'est vrai qu'on ressent à l'image de cette fabuleuse saison 2023-2024, on ressent une vraie dynamique, on ressent un vrai ascenseur émotionnel, pardon. Oui, une grosse dynamique cette année, et puis franchement, 2 montées garçons et filles, c'est rare sur une année. Donc on est armé, on a la chance d'avoir aussi des présidents très investis, en particulier Yann Gardezen qui quand il n'est pas au travail, il s'occupe du handball et Yvan Bocon-Pérou qui s'occupe plus de la communication et du partenariat. D'ailleurs à ce sujet, j'en profite, s'il y a quelques partenaires qui nous écoutent, qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter et on vous accueillera volontiers. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre montée cette saison. J'ai regardé un peu le classement de cette saison. Il y avait vraiment 2 clubs sur notre planète, vous et Rhône-Eyrieux. Qu'est-ce qui vous a manqué pour être champion cette saison ? Je sais que dans les doubles confrontations, vous avez gagné à la maison, eux aussi. Qu'est-ce qui vous a manqué, à part ça, dans les autres matchs, sur certaines dynamiques, etc. C'est vrai que Rhône-Eyrieux, c'est une entente, c'est Rhône-Eyrieux-Loriol, ils avaient un très très gros projet. D'accord. Ils ont peut-être moins cette mixité comme nous on l'a à Aix-les-Bains. Et ce qui nous manque, c'est peut-être un tout petit peu de régularité. On a, c'est vrai, à certains moments, on a connu 1 ou 2 blessures, 2-3 choses comme ça qui ont fait qu'on a perdu un peu en régularité. De base, l'objectif affiché, c'était vraiment le top 3, donc on n'était même pas trop dans l'objectif de monter. Nous, les joueurs, on avait à cœur de remonter le plus vite possible, bien sûr. Parce que c'est les 2 premiers. Hein. Alors, c'est le premier, et après, c'est dans toutes les poules de National 3, un certain nombre de meilleurs deuxièmes, c'est ça. Et une fois à la mi-saison, on s'est vraiment dit clairement qu'on voulait remonter. On a remis une dose de travail, on a récupéré un peu notre régularité, et on a réussi, du coup, à acquérir la montée. Parce qu'en plus de ça, vous avez fait le creux sur le 3e, qui est à presque 8 points, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je pense vraiment qu'il y avait deux clubs qui se détachaient un peu sur cette poule. Et c'est vrai que sur le reste de la poule, on a réussi à trouver un peu plus de facilité à gagner. Et dans le milieu de tableau, ils arrivaient tous à se gagner les uns les autres. Donc nous, ça nous permet de nous décrocher assez vite. Et ça nous a permis aussi de se dire qu'on joue à la montée, quoi. Ouais, vous méritez amplement votre montée. C'est gentil, merci. Je rajouterais juste un petit mot. Bien sûr, on félicite tous les joueurs qui ont été exemplaires. Ils s'entraînent 3 fois par semaine, plus le match, donc ça leur prend une grande partie. Mais bien sûr, Simon, on va dire un coup de chapeau pour les entraîneurs, pour Arnaud Dufay, qui a fait un boulot extraordinaire, et un coup de chapeau aussi à son adjoint Fred Catelin, qui a toujours été présent, qui a jamais loupé un entraînement. Donc chapeau à eux, parce que sans bons entraîneurs, c'est compliqué. D'ailleurs, à ce propos, comment s'organise finalement votre staff au niveau d'une équipe de N3 qui va monter en N2 ?
comment vous organisez à ce niveau-là? Alors, du coup, on arrive sur des niveaux où on se professionnalise de plus en plus. Nous, on reste comme une petite structure dans tous ces clubs qu'on affronte aussi. Et du coup, c'est vraiment un coach adjoint. C'est quasiment indispensable à ce niveau-là. On a même de temps en temps des analyses vidéo, des choses comme ça. Et après, sur le staff, c'est souvent des anciens joueurs, donc qui ont tous des diplômes, qui sont tous très connaisseurs à la fois du hand et de ce niveau auquel on évolue. Et donc et qui connaissent la structure du club, et c'est ça qui nous fait évoluer. Oui, c'est vraiment s'entourer de personnes du coin, locales, qui ont vraiment un vrai savoir et une vraie expertise pour pouvoir évoluer, monter. Oui, parce que faire venir des entraîneurs de loin, c'est compliqué. D'abord, ils te réclament de l'argent. Nous, on est un club amateur, c'est difficile. Mais on a suffisamment de gens. On l'a prouvé toutes ces années. Des gens du coin qui progressent, parce qu'on a eu l'année on l'a fait avec Raphaël Planchet, qui est maintenant l'entraîneur de Chambéry. Et là, c'est Kenny, un joueur de chez nous qui a décidé qu'il veut prendre. Donc on est confiant, Simon. Très très confiant. Kenny, il a joué avec nous, il passe ses diplômes d'entraîneur. Il a été en équipe de France jeune pour l'anecdote à l'époque. Il a évolué à Chambéry à un très très bon niveau. Donc non, il connaît très très bien le handball, et il nous connaît tous individuellement très très bien, donc il n'y a aucune raison pour laquelle ça marche pas. Oui, très juste. C'est vrai que Kenny était au centre de formation du temps de l'époque de Laurent Busselier, etc. C'est vrai que top, un beau projet, qui même pour lui finalement ça va être un début avec un beau challenge pour vous également. La N2, quoi, le retour en N2. Alors en N2 on y est déjà. Déjà cette année, je pense que Simon sera un peu d'accord. Dans un premier temps, on dit toujours qu'on joue le maintien. Dans un premier temps. On joue forcément le maintien. On a énormément d'évolution au sein de l'effectif, au sein du staff. On remonte d'un niveau sur lequel on était descendu il y a 2 ans auparavant. Donc nous, c'est vraiment l'objectif maintien. Mais on a quand même de belles chances et de belles raisons d'être optimiste. On a un groupe qui reste quand même soudé. On se connaît tous entre nous. Et puis, comme tu dis, on a le staff qui évolue, mais qu'avec des gens qu'on connaît et du secteur. Donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Excellent. Et vous, Bernard, en ce qui était l'époque Guillaume Gilles, j'imagine que vous avez appris énormément à ses côtés quand vous le voyez à ce niveau-là, à l'heure actuelle. Alors, je dirais que c'est surtout les joueurs, je pense, qui ont beaucoup appris. Moi, j'ai vu un personnage, un type super, beaucoup de charisme, beaucoup d'humanité. Et Guillaume, c'est un super mec. On le revoit toujours avec plaisir. Oui, assez compétent et oui, entraîneur de l'équipe de France. Un grand monsieur, quoi. Je voulais te parler un peu du jeu. Vraiment, j'ai trouvé que cette saison, vous étiez 4e meilleure attaque et 2e meilleure défense. Toi, dans le jeu, qu'est-ce que tu penses pouvoir améliorer l'année prochaine pour passer un cap en national? Qu'est-ce qui aussi demande la nationale? Enfin, il y a forcément plus d'attentes en national dans certains domaines du jeu. Toi, tu penses, t'as un avis sur ça ou... Oui, alors là, c'est vrai qu'on évolue à un niveau, en National 3, on avait tous évolué à ce niveau-là, à minima, voire au-dessus. C'est vrai que l'année prochaine, l'effectif change énormément, donc il va falloir, je pense, qu'on module quand même notre plan de jeu. On a des qualités individuelles, mais qui seront peut-être pas suffisantes seules pour rayonner et nous faire maintenir. Moi, je suis persuadé qu'avec un très gros plan de jeu, projet de jeu assez ambitieux, en étant très très fort à la maison, parce qu'on a un très beau public, on est toujours transcendé chez nous, donc en étant très fort chez nous, on peut réussir à prendre les points qu'il nous faut pour se maintenir, mais on ne pourra pas rayonner de manière individuelle. Il faudra vraiment qu'on s'axe sur un projet de jeu, qu'on se cale sur notre entraîneur et qu'on avance tous ensemble. Ouais. Et comment, Simon, tu t'organises finalement sur une journée type, en étant non professionnel, entre guillemets, étant donné que tu as un travail à côté, tu t'entraînes, j'imagine, tous les soirs ou presque. À quoi ressemble finalement une journée type en étant handballeur au HBCA? Oui, et puis que je rebondis sur ce qu'a dit Bernard, on s'entraîne 3 fois, mais c'est vraiment sur le côté handball et collectif. Mais à côté de ça, on est tous ou quasiment tous à faire 1 à 2 séances de muscu et de préparation physique de notre côté pour être performant sur le terrain. Donc c'est vrai que la journée type, en plus moi j'ai un peu de trajet pour aller au travail, donc je repasse quasiment pas par chez moi, c'est-à-dire que je finis mon travail, je rentre, je mange un bout et puis je vais directement au handball. Ce qui est appréciable, c'est là où c'est appréciable de vraiment avoir un groupe où on retrouve même des amis, c'est-à-dire que même si on finit à 22h l'entraînement, on arrive encore à trouver le temps pour boire un coup, pour manger un apéro ensemble, pour se retrouver.
on passe un bon moment, on décompresse aussi du travail. Donc pour nous, on se décompresse, on fait notre sport et on évolue au niveau qu'on veut évoluer, donc c'est appréciable. Il y a une alchimie qui se crée et puis on le voit au niveau quand une équipe connaît un peu tout le monde, beaucoup de bons liens, ça fait tout de suite des résultats et ensuite t'as plus de plaisir à évoluer avec tes collègues. Je pense que cette année, c'est ce que t'es en train de nous expliquer. Ouais, on prend énormément de plaisir et c'est vrai que sur les sports collectifs où on est obligé, alors ça passe par des exploits individuels, mais on est obligé de rayonner quand même de manière collective. Il y a beaucoup de ce que nous on appelle des relations fines, donc des relations à deux, on connaît par cœur les coéquipiers qui on joue. Donc même sans les voir, on sait où ils sont placés, on peut travailler avec eux, on peut communiquer, on évolue, on est en constante évolution, même selon les adversaires, selon ce qu'on perçoit sur le moment, sur le match. Donc cette alchimie, le fait de prendre du plaisir, c'est indispensable, ça reste un sport. Évidemment. Pour nous, on est un sport amateur, donc ça reste le plaisir avant tout. Et finalement, c'est peut-être parfois frustrant. Vous parliez tout à l'heure de partenaires, Bernard, de tout ce qui est sponsoring partenaire, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi parfois frustrant de se dire que vous jouez finalement dans une poule où finalement, en face de vous, vous êtes potentiellement peut-être pas forcément égaux en termes de joueurs sur les feuilles de match, entre guillemets. Ouais, mais non, c'est pas notre problème. On sait qu'il y a un peu d'argent qui circule dans les autres clubs, mais ça n'empêche que très souvent on est meilleur. Donc, on sait ce qui se passe à côté, mais on est tous au courant de pourquoi on signe, on sait pourquoi on est à Aix. Si je viens d'un centre de formation, ça fait 7 ans que je suis là, donc je sais pourquoi je reste à Aix-les-Bains. Effectivement, on tombe sur des structures qui tentent à se professionnaliser, mais comme le dit justement Bernard, c'est des structures contre qui on arrive à attraper des victoires, qui des fois finissent même derrière nous, donc en National 3 c'était le cas, donc on se cale pas que là-dessus. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Oui, parce qu'on a vu beaucoup de clubs unanimement, parce qu'ils ont un gros partenaire, 2 ans après, tu les retrouves au fond. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et comment se profile de votre côté la saison 2024-2025 en termes d'effectifs, de départ, d'arrivée ? Alors du coup, énormément de départs. On a même un poste qui change complètement, c'est le poste d'arrière gauche. On a tous nos joueurs qui partent. On en avait 3 qui étaient qui pouvaient potentiellement jouer à ce poste-là, qui partent, qui arrêtent. Et donc on est sur un recrutement. Là, je crois qu'on a 4 recrues validées, peut-être une 5e en liste. Donc ça fait quand même un gros revenant sur des postes assez importants, parce que c'est des postes qui touchent énormément à la balle. Oui, tout à fait. Et comme le dit Bernard, nous on n'amène pas, enfin on n'a pas d'argent pour amener des mercenaires ou des choses comme ça. Donc on est obligé de recréer un plan de jeu, recréer une alchimie pour essayer d'évoluer dans le bon sens. Ok, donc vraiment vous repartez sur une base arrière, gauche en tout cas, complètement nouvelle, qui va devoir s'adapter dès cet été, lors de la reprise de la prépa et puis au fil de la saison, quoi. C'est exactement ça. Donc tout le poste d'arrière gauche, une partie du poste de demi-centre, donc qui est un peu le meneur de jeu, donc ce qui est très important. Fort heureusement, on garde notre arrière droit, Nathan Muccio, donc qui était un de nos meilleurs buteurs. Donc les gauchers, c'est ce qui est le plus dur à trouver. Donc heureusement, on le garde. Et c'est vrai que dès le 1er août, on sera à la préparation, d'abord physique et puis ensuite handball pour justement recréer ce plan de jeu. Et on espère que ça prenne pour pouvoir se maintenir. Ouais. Ok. Un nouveau challenge dans un beau challenge à venir, quoi. Et comment vous misez finalement, j'imagine que vous le faites et que vous y croyez, à la filière jeune, c'est-à-dire de former dès le plus jeune âge du coup des jeunes futurs pépites peut-être qui dans un premier temps joueront dans l'équipe 1 du HBCA et puis vers Chambéry ou vers d'autres clubs, quoi. Oui, alors on forme beaucoup de jeunes, moins de 9, moins de 11, moins de 13, moins de 15. Alors après, ce qui est toujours un peu frustrant, c'est que dès qu'on a un très bon joueur en moins de 15, et il va chercher un niveau de jeu un peu plus haut qu'au cette année on n'a pas pu le faire et ils partent à Chambéry. Après, souvent, ils vont faire une saison là, 2 saisons en moins de 18 à Chambéry, et souvent ils reviennent. Soit ils sont capables de passer le cap, soit sinon, on est content de les revoir à Aix. Oui, non, c'est sûr, puis c'est toujours plaisant. On forme des jeunes qui ensuite évoluent sur des plus hauts niveaux, des plus grands clubs. Quand ils reviennent, c'est bénéfique, ne serait-ce que sur le niveau handball. Et puis, c'est des structures qu'ils connaissent. Et s'ils évoluent encore plus haut, c'est hyper valorisant pour le club de se dire qu'on a réussi à faire évoluer quelqu'un, même plusieurs personnes. Donc, c'est très valorisant pour nous. Ouais. Si tu le permets, je voudrais juste faire un petit coucou à mon petit-fils Noah qui m'écoute là. Donc, coucou Noah, il va jouer en moins de 9 cette année. Donc, coucou, faut être assidu, Noah. Ok, et en termes de noms de joueurs qui sont passés au HBCA et qui jouent dans les grands clubs, vous en avez quelques-uns à nous citer ?
Dernièrement, on a Emilien Perronnet, qui je crois qu'il a signé à Chambéry un contrat pro, là. Ah oui, ok. Voilà. Sinon, alors il y a très longtemps, on avait également, comment il s'appelle? T'as pas connu ça, c'est vieux. Le nom va me revenir. Richardson. Non, après, pour monter très très haut, le handball, après, c'est gravir les marches, c'est dur. Après, le niveau, il est très élevé. Mais on désespère pas de revoir Simon peut-être dans un grand club. Peut-être le PSG va l'appeler. On lui souhaite. J'espère qu'elle aura bien. Tu nous as parlé de préparation physique tout à l'heure. On a tous fait un peu de sport autour de la table. C'est un peu la partie la plus difficile, la plus dure. Toi, les souvenirs que tu as, comment ça se passe? Est-ce que vous touchez la balle un peu plus tard? J'aimerais savoir comment tu t'appréhendes aussi, parce que c'est vrai que les débuts de saison, faut toujours relancer un peu la machine. Toi, tu te vois comment là? C'est vrai que c'est les parties qu'on appréhende et puis c'est pas les parties qu'on apprécie le plus forcément. Mais le plus souvent, ce qu'on connaît, c'est ici, c'est on va courir sur l'hippodrome. On commence vraiment par de la réathlétisation. Ouais, bien relou. Ouais, c'est ça. les passages de haie, on repart sur les gammes, et on court. On fait beaucoup de fractionnés sur le handball parce que c'est beaucoup des efforts très courts et intenses. D'accord. Donc beaucoup de fractionnés et on reprend la balle généralement une semaine et demie, 2 semaines après. Okay. Parce que mine de rien, c'est des prépas qui sont assez courtes. On a tous un travail à côté. 2 semaines sans ballon quand même. Ouais. Des fois, ça peut paraître un peu long, mais on est obligé de passer par là. Ouais. Et donc 2 semaines sans ballon, et puis après, on a sûrement un match de Coupe de France le 31 août. D'accord. Qui fera certainement partie des matchs de préparation aussi pour nous, parce que le vrai objectif, c'est le maintien. Donc, grosse prépa physique, on reprend le handball, et on a 2-3 matchs de préparation pendant cette période-là. Et on évolue comme ça. Ouais. Et à l'image du foot, est-ce que la Coupe de France aussi, c'est peut-être un pari pour vous, essayer de faire un gros coup? On sait que souvent, on a des clubs qui performent justement dans cette coupe. Ouais, alors je pense que c'est deux sports qui sont très différents. Le foot, c'est vraiment... Pour moi, il y a même une équipe qui est moins forte ou moins bonne sur le terrain, peut quand même s'en sortir et peut quand même gagner. Au handball, il y a une dimension physique. Athlétique. Et athlétique, et après une notion de combat, de contact, où si l'équipe est en face est vraiment meilleure et au-dessus, c'est très compliqué. Nous, on joue si on joue la Coupe de France, on va jouer face à certains clubs qui ont 3, 4, 5 professionnels dans leur équipe. Et pour nous, c'est trop dur de pouvoir rivaliser. C'est très dur de faire des coups en Coupe de France. Ok. Et c'est vrai qu'Aix-les-Bains, le club, il est aussi connu avec sa ferveur. Voilà, une salle qui est rénovée récemment, mythique. Voilà. Mythique. Les Prairians, je pense que beaucoup d'Aixois la connaissent. Bien sûr. Les soirs de match. J'aimerais un peu votre retour, déjà peut-être Simon, qu'est-ce que ça fait d'être sur le parquet des Prairians quand il y a une belle équipe en face et où il y a du suspense et que finalement vous gagnez peut-être sur le fil parce que vous êtes poussé par votre public, quoi. Mais c'est marrant parce que nous, après quasiment tous les matchs quand on joue à domicile, tous les supporters nous demandent est-ce que vous nous avez entendu, est-ce que ça vous a aidé. Mais je pense que les gens se rendent pas compte de l'impact et de l'engouement que ça nous entraîne, même nous, individuellement, puis collectivement, puis ensuite on joue avec le public parce qu'on est quand même très proche. Au handball et aux prairies, on est très très proche de notre public et puis on connaît du coup quasiment tout le monde. C'est beaucoup les seniors qui viennent nous voir jouer, les gens qu'on connaît, des clubs, etc. Donc c'est impressionnant le coup de boost que ça donne. Et derrière, quand on gagne, si on gagne un peu en plus un peu sur le fil avec le suspense, c'est limite, c'est tout bénef, quoi. On préfère gagner sur le suspense comme ça que de 10 buts. Ouais. Un vrai souvenir, non, un soir de match marquant peut-être depuis ton arrivée à Aix-les-Bains, non? Moi je dirais ma première victoire à Aix-les-Bains, c'était une saison compliquée et on gagne face au premier qui était invaincu à domicile, où on était sur 4-5 matchs de défaite de suite, je crois, et on gagne les premiers. C'était Bonne à l'époque, ils étaient invaincus et on y allait pour rien, on venait chez nous mais pour rien faire. On s'est dit ça va être un coup d'épée dans l'eau, ça va être une autre défaite, mais avec le public, l'engouement, il y avait énormément de personnes, c'était fou. Énorme. Et vous, Bernard, en tant que dirigeant, comment vous percevez la chose, cet engouement qui rayonne autour du handball? Alors moi, je joue pas, mais je suis à côté des joueurs parce que je fais la table de marque et déjà je suis peut-être le seul dirigeant qui rentre dans les vestiaires, et quand je les vois dans les vestiaires, les mecs sont transformés. C'est extraordinaire ce moment que quand je vois dans les vestiaires comment la pression elle monte, ça c'est ce moment, c'est ce qui me fait venir dans un club comme ça. C'est fabuleux ça. Oui, cet inside que finalement le public, les supporters ne voient pas forcément, mais voilà, qui vous transcende.
cette montée un peu comme un petit chaudron entre guillemets, quoi. Je vois des joueurs qui se transcendent, je pense. Mais comme Benjamin, Non, mais c'est sûr, mais je pense qu'on est tous un peu comme ça. On n'est pas les mêmes personnes sur un terrain que dans la ville en dehors. Et puis en plus, dans le handball, il y a énormément de contacts. C'est pas, enfin, quand j'étais jeune, on me disait toujours que c'était un sport de combat. Il y a vraiment beaucoup. On peut mettre autant d'intensité qu'on veut en soi, tant qu'on reste dans le règle. Donc c'est vrai que c'est très impactant. Donc quand on a les supporters qui en plus derrière nous, ça nous remet une chauffe. Donc et derrière, c'est du bonheur. Et comment ça se passe avant un match? Vous fonctionnez peut-être avec des causeries d'avant-match, une concentration maximum, plutôt individuelle, collectif? Il y a les deux. C'est vrai qu'on a tous notre protocole, on va dire, parce qu'on a tous nos problèmes, on a tous notre façon de faire, notre façon de nous concentrer. Donc d'abord individuel. On a des premières causeries un peu collectives. L'échauffement où on est quand même tous à se mettre dedans, mais on commence à interagir. Focus. C'est ça, exactement. Et puis on interagit pour aussi de se monter un petit peu en température. Et puis au bout d'un moment, juste avant le match, la dernière causerie, où là, tout le monde est très concentré, mais tout le monde est prêt à partir au combat ensemble, quoi. Oui, ok, énorme. C'est vrai que je pense que c'est assez fou ce qui se passe parfois dans la tête des joueurs avant match, quoi. On se rend pas forcément compte. Nous, public, on observe vos échauffements, la montée en température de l'ambiance dans le public. Mais c'est vrai des fois, on aimerait pouvoir percevoir finalement le ressenti et cette montée en pression qui est assez palpitante. C'est vrai qu'on est sur le territoire savoyard et haut-savoyard, on a un énorme vivier handballistique, que ce soit Annecy, Vieux, Chambéry, Aix. Je pense que c'est chouette, mais c'est peut-être aussi parfois compliqué pour arriver à se faire une place handballistique. Chacun arrive à se démarquer. Ben oui, cette année, on avait pas mal de joueurs, on visait pas mal de joueurs, puis finalement, il y a Annecy, les deux clubs d'Annecy jouent en N1, donc il y a pas mal de joueurs qui ont préféré aller à Annecy. Bourgoin, un gros club aussi, donc c'est un peu difficile. Mais moi, j'ai confiance en nos jeunes, tu sais, depuis moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le club, les générations se renouvellent. Simon, il est resté un gamin, maintenant c'est un peu l'ancien. Et puis ça va tourner, et moi j'ai confiance dans les jeunes, Simon, les jeunes. Oui, c'est sûr, c'est toujours l'avantage de l'inconvénient. Effectivement, on a beaucoup de clubs qui évoluent à minimum au même niveau que nous. Tu parlais de la Savoie, de la Haute-Savoie, c'est vrai qu'on a Lyon qui a un très gros vivier de clubs, qui de rien, qui a à peine une heure de route. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de tirer son épingle du jeu. On essaie, quand on a les joueurs, de les fidéliser, de par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et de cette ambiance, de cette amicalité qu'on a tous entre nous. Et c'est là où on tient notre épingle du jeu. Ouais. Ok, ouais, vraiment cette proximité, miser sur les jeunes formés au club, qui connaissent la structure, qui connaissent le staff de l'équipe 1. Pas simple forcément des fois d'intégrer un jeune, j'imagine, qui joue dans l'équipe 2 et qui passe dans la bascule équipe Fagnon, le temps d'un match en remplaçant ou autre. C'est toujours compliqué, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a toujours la dimension physique, il y a l'expérience, il y a toujours des petits coups qu'on connaît, quoi, avec l'expérience, avec les matchs qu'on joue, etc. C'est vrai que moi je trouve ça toujours bien, même quand les jeunes vont voir dans d'autres clubs et qu'ils reviennent parce qu'ils connaissent autre chose, ils ont une autre expérience. Donc c'est vrai que des fois la bascule est un peu longue, des fois c'est un peu frustrant pour eux. On a toujours tout envie d'avoir tout de suite, quoi. Donc il y en a qui sont patients, mais on a des beaux jeunes qui évoluent. On a Rémi Owes qui est aussi sur le poste d'arrière droit, qui est international britannique. Et qui a 24 ans, 23 ans maintenant, quelque chose comme ça, et qui ça fait plusieurs années qu'il est avec nous, qui évolue, qui s'entraîne, qui a d'abord joué en 2, qui maintenant tire complètement son épingle du jeu avec nous. Moi je rajouterais qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, une dimension familiale, une dimension humaine, parce que moi je suis attentif à tout ce qui se passe, et quand je vois des nouveaux joueurs qui arrivent, je trouve que vous les accueillez super bien. Ils sont accueillis tout de suite, ils sont chez eux. Les mecs se sentent chez eux tout de suite. Bon, on essaie, de toute façon, le but c'est bien. Ouais. On a un c'est bien l'esprit du club. C'est ce qui fait notre force, donc on essaie de la véhiculer et de l'amener aux jeunes et de les intégrer au mieux possible. Ouais, ok, une très belle philosophie vraiment de proximité, de confiance, quoi, génial. Au niveau des projets pour les mois, années à venir. Alors les projets, chaque année on essaye de se structurer un peu plus et on cherche toujours des bénévoles. On a besoin de bénévoles multitâches. Mais un bénévole, on va pas lui demander d'être là tous les jours, toute l'année, tout le temps. Il donne ce qu'il peut. Le petit plus, ça sera bien. On recherche toujours des bénévoles. Oui, c'est vrai que le milieu associatif, on le rappelle,
Sans bénévoles, ça fonctionne pas quoi. Et vous avez combien de bénévoles actuellement au HBCA pour les soirs de match ou pour autre Je dirais tâches? une trentaine. Ok. Mais on a besoin de monde. On manque toujours du monde. Ok. Et en plus, je dirais que c'est très très enrichissant d'être dans un club. Moi-même, je suis arrivé il y a une vingtaine d'années. Moi, le hand, c'est pas trop mon sport. Excuse-moi. Je suis arrivé parce que mon fils jouait et je me suis mis dedans. Et 20 ans après, je suis toujours là. C'est enrichissant d'être dans une assoce. Le tissu social, il fonctionne comme ça. Oui, puis c'est vrai qu'on ressent ce besoin parfois de s'investir pour un club, pour des valeurs aussi. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant, mais en termes de projet peut-être plutôt sportif, quelle serait votre volonté à moyen terme? Projet sportif, nous, c'est d'essayer de pérenniser les deux équipes à ce niveau, pérenniser de la N2, de la N1. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. On a su faire il y a quelques années parce qu'on avait quelques joueurs un peu d'exception. C'est de se pérenniser en N2, Simon. C'est de se pérenniser en N2, c'est de pérenniser les filles à leur niveau également, de pérenniser notre filière jeune, peut-être même de l'améliorer. Nous, peut-être, alors si on vise vraiment sur le long terme en National 2, de viser le milieu, peut-être un peu le haut de tableau, mais comme disait Bernard, les niveaux d'au-dessus, ça demande beaucoup d'investissement et humain et financier. Maintenant, au niveau au-dessus de nous, on est dans l'obligation d'avoir des joueurs professionnels ou semi-professionnels, donc c'est vrai que c'est autre chose. Je rajouterais juste un petit truc. Nous, le projet, c'est on forme nos jeunes, et l'objectif des années à venir, des 2 ans, 3 ans à venir, c'est d'avoir une moins de 18 qui joue comme toi en championnat de France, qui trouve le haut niveau, et quand ils sortent de là, ils peuvent rejoindre l'équipe élite. Ok, ouais. Le projet, c'est la moins de 18 France. Vraiment une base solide d'entrée et d'ouverture vers d'autres étapes pour arriver à une certaine maturité et découvrir vraiment l'expérience au niveau France, quoi. Oui, c'est ça, c'est trouver d'abord une stabilité là où on est, parce qu'on a atteint quand même, je pense, un bon niveau, on a une belle structure, beaucoup de licenciés, on n'a jamais eu autant de licenciés de mémoire que cette année-là. Donc vraiment stabiliser notre structure, et ensuite de faire évoluer, je pense aussi, les jeunes, comme tu disais Bernard, en championnat de France, ça serait vraiment sympa. Et finalement, du coup, le déclic concrètement pour être soit dans le haut de tableau en N2, voire refaire une bascule en N1, c'est finalement avoir plutôt des joueurs, admettons, professionnels, comme tu le rappelais Simon. Ça joue plutôt là-dessus. On n'est pas dans l'objectif N1 aujourd'hui. Ok, ouais. Mais admettons, ça se joue plutôt là-dessus. Ça se joue là-dessus, ou alors c'est vraiment apporter une stabilité sur 4-5 ans, alors du coup au sein de l'effectif, garder le même effectif, avoir des joueurs performants qui évoluent, d'avoir le projet qui évolue, etc. Et puis effectivement, éventuellement, après ça passe plus par de la professionnalisation, des séances vidéo comme je l'évoquais, un staff qui évolue, une structure qui évolue, c'est vraiment bien plus compliqué. Ouais. Ok. Et en termes d'analyse vidéo, tu nous en as parlé tout à l'heure, et comment ça se profile du coup? Là cette année, alors comme le staff il change, je sais pas comment on va faire exactement notre entraîneur, mais cette année on a fait 2-3 séances vidéo où on regardait vraiment d'abord nos erreurs à nous parce qu'on voulait perfectionner notre projet de jeu, parce qu'on se sentait assez fort dans notre projet de jeu et individuellement pour performer au niveau national 3 en corrigeant nos erreurs. Et de temps en temps on amenait quand même l'analyse sur les grosses équipes adverses, l'analyse adverse, donc savoir comment ils jouaient, comment les contrer, comment tenter des coups. Ok. Mais d'abord on se concentrait sur notre projet à nous. Plutôt peut-être aussi prépa mentale, peut-être? Pas forcément? Alors c'est pas forcément à l'ordre du jour, mais c'est vrai que ça serait intéressant, mais c'est quelque chose qui est en pleine évolution, qui est en évolution récente. Le handball de manière générale est en grosse évolution en ce moment. Nous, je pense pas que ça soit à l'ordre du jour tout de suite, mais ça viendra sûrement sur le tapis. Ok, excellent. Et on va vous souhaiter en tout cas vraiment une excellente saison à venir. Voilà, avec vraiment plein de beaux projets, que ça soit pour l'équipe Fagnon masculin ou féminine, voilà, et puis même toutes les autres équipes qui composent votre club. Voilà, on ressent une belle dynamique, des personnes, que ça soit le staff, les bénévoles, les joueurs, investis et puis motivés, quoi. Et voilà, je vais terminer donc Très bien. Juste un petit mot, si tu le permets. Oui. Je rappelle notre fête pour les 60 ans du club le 12 octobre. Donc, je peux donner un lien, un mail pour les gens qui veulent s'inscrire. Donc, 60 ans en chiffres, @hbcx en Savoie, toutattaché.fr.
Ok, et ben voilà, le message est passé et on espère que ça va être une très belle fête et une très belle soirée en perspective. En tout cas, on n'en doute pas. Merci de nous avoir accueillis. Ouais, merci beaucoup. Et puis bah voilà, Simon et puis donc Bernard, on vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Et puis nous de notre côté, eh bien nous allons lancer une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour dans l'émission 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac, où nous venons de parler handball, voilà, avec l'emblématique et ambitieux Club Aixois. Qu'est-ce que tu en as pensé, Driss? Alors, je trouve ça très intéressant. Ils ont eu une très belle saison. Tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est vraiment parler de dynamique parce que voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le sport. Et on a vu cette année qu'ils ont su garder cette dynamique pour justement trouver cette deuxième place qui les a fait monter en fin de saison. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment ressenti cette belle dynamique qui était au sein du HBCA. C'est vrai que c'était assez plaisant, quoi. C'était assez plaisant. On va finir donc cette émission avec les chroniques de Driss et je vais en profiter également pour saluer Adrien qui nous a rejoint. Comment vas-tu, Adrien ? Bonsoir à tous. Écoute, merci à toi Tom de m'introduire, c'est gentil. Moi je vais très bien et puis très content de pouvoir participer à la fin de cette émission avec vous. Et navré par contre de pas avoir pu être là pour le début, mais sans moi vous vous êtes très bien débrouillés, donc ravi de pouvoir terminer avec vous. Génial. Nous aussi on a plaisir à être avec toi à tes côtés à distance. Ça fait plaisir, Adrien. Driss et Adrien, donc vous allez nous faire un point sur les chroniques avec l'Euro, voilà, avec notamment la fin de l'aventure pour nos Bleus. Voilà. Exactement. Eh bien oui, tu nous lances bien, mais effectivement, il va falloir parler de cette actualité triste pour nous, pour les Français, mais quand même une sacrée, plus qu'une quinzaine, un sacré mois de football qui s'achève ce dimanche avec la finale à Berlin entre l'Espagne et l'Angleterre. Mais il faut d'abord qu'on revienne sur ce France-Espagne en demi-finale qui nous élimine 2-1. Je vais commencer par te demander, Driss, un petit peu qu'est-ce que tu as pensé de ce match, comment tu vois cette rencontre, c'est quoi à ton avis qui a fait que ce match se termine ainsi, c'est quoi les clés? Avant le match, on savait qu'on pouvait s'attendre à une équipe d'Espagne bien huilée depuis le début de la compète. C'est clairement l'équipe qui propose le plus de jeux, qui montre plein de choses offensivement, et on l'a vu contre notre équipe qu'on n'a pas su rivaliser sur 90 minutes, même si dès la 9e minute on ouvre le score, premier but dans le jeu, donc on pense pouvoir lancer cet Euro enfin et marquer un but du coup dans le jeu, mais voilà, on reste clairement sur notre faim et on restera définitivement sur notre faim. C'est vrai que après avoir marqué dans le jeu, je me suis dit que peut-être on allait être libéré. Malheureusement, le scénario n'a pas été dans notre sens, et je pense que c'était une ouverture du score un peu prématurée qui nous a complètement déséquilibré. Et ensuite, l'Espagne a su avoir la maîtrise du jeu. On les a vus si bons au milieu de terrain, avec un jeu assez huilé ils ont vraiment pu nous maîtriser, et on a vu le football a gagné ce match clairement. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on pensait qu'on avait enfin lancé notre Euro, et pourtant on dit ça, on était en demi-finale avec ce but de Kolo Muani sur cette tête magnifique, mais et puis du coup on se disait waouh, le choix de Deschamps de mettre Kolo Muani en titulaire, ça paye, il marque, mais au final effectivement on se fait un peu renverser. Moi je vois ce match au travers quand même de deux points importants. C'est quand même qu'on perd ce match à cause, ou en tout cas du fait de l'immense maîtrise technique dans la gestion du ballon, dans les transitions de balle, dans le positionnement des joueurs espagnols qui étaient toujours disponibles pour recevoir la balle. Voilà, c'était vraiment la circulation de la balle. En fait, elle était tellement maîtrisée de la part de ces Espagnols que, en fait, on voyait qu'à partir de la 60e minute, ils se sont quasiment arrêtés de jouer. Et donc, eux, ils avaient plus qu'à faire de la gestion, et on avait tellement peu cette capacité à presser qu'on n'a pas réussi à exploiter cette fin de match pour retourner la situation. Et en même temps, la deuxième clé pour moi, c'est quand même qu'on prend 2 buts sur des exploits individuels quand même assez phénoménaux. Cette frappe incroyable de Lamine Yamal, on rappelle 16 ans, c'est quand même
assez incroyable que ce petit bonhomme, il est plus jeune que nous et il fait une demi-finale d'Euro de ce niveau-là, c'est assez incroyable. Finale du match. Eh ben oui, bien sûr. Mais puis il sera peut-être, franchement, avec la perf qui nous sort sur ce mois d'Euro 2024, peut-être au niveau de la compétition. En tout cas, meilleur jeune, ça, j'en suis persuadé. Et puis oui, il faut parler de ce contrôle orienté dans la surface de Dani Olmo sur le deuxième but qui nous crucifie. C'est juste de toute beauté. Dani Olmo qui fait parfaitement son travail de remplaçant, mais en remplaçant de luxe pour Pedri qui était sorti sur blessure contre les Allemands en quart de finale. Et en fait, cette Espagne, elle a déjà un 11 type tellement soudé, tellement équilibré. Et même sur le banc, quand ils ont des Dani Olmo qui sont capables d'entrer et de faire comme ça 2 matchs, le quart contre l'Allemagne et la demi contre la France de ce niveau-là, on se dit qu'en fait, on n'avait pas les armes. C'est un très bon joueur de sélection et c'est vrai que sur les 3 matchs de phase finale, il a su marquer un but et aider sa patrie. Pour revenir au niveau de l'Espagne, je les ai trouvés bien mieux rodés que nous, avec une vraie philosophie de jeu. Ça leur a permis de garder très facilement les ballons, notamment contre nous, où voilà, on avait un peu moins d'impact au milieu après tous les matchs de poule où notre milieu de terrain n'avait très peu changé, mis à part Griezmann qui a pas commencé contre la Pologne. Mais oui, ils ont tellement su garder la balle, tellement su nous priver de ballon au moment où nous on avait des bons momentum, où voilà, on n'a pas pu enchaîner pour être plus dangereux parce que on perd 2-1, c'est environ la 25e minute, donc on a pratiquement tout le match pour égaliser. Malheureusement, on le fait pas parce que on n'arrivait pas à enchaîner les occasions. Eux arrivaient à nous le priver et à avoir le ballon pour couper des fois ces momentum qui auraient pu nous multiplier nos occasions. Donc je pense que leur qualification est méritée et en plus de ça, ils ont eu l'audace de se porter dangereux et grâce à ces jeunes joueurs de faire des différences que nous on n'a pas su faire. Mais on en reviendra sur un peu les points forts et les points faibles juste après. Exactement. Moi, si je peux juste rajouter avant que tu nous parles de tes points forts, points faibles, c'est quand même une 3e clé de ce match et c'est quand même le point qui fâche sur toute cette Euro français. Et en fait, c'est l'efficacité devant la cage. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on n'ait pas eu la maîtrise et qu'on n'ait pas eu un nombre d'occasions un grand nombre d'occasions, là, on a quand même des situations qu'on ne doit pas manquer et qui peuvent nous permettre littéralement de revenir, voire de gagner le match. Après, on ne sait pas, avec Dessy, on peut encore une fois tout refaire, mais c'est quand même cette tête de Dayo Upamecano, j'y pense, qui finit à côté, cette frappe de Kylian Mbappé dans les 10-15 dernières minutes du match. En fait, cette frappe, on la voit tellement rentrer, on l'a tellement vu rentrer par le passé qu'en fait, on se demande comment nos Bleus et surtout Kylian Mbappé peut rater ce genre d'occasion à ce moment-là, dans des moments si importants. Il y a un terrible problème et manque de confiance de la part de nos offensifs sur cette Euro et ça nous a vraiment manqué. On se disait, au partir, même si c'était pas du beau jeu, on pouvait aller au bout avec cette défense solide et tout ça, mais je n'ai pas d'exemple, en tout cas moi, d'équipes qui sont allées au bout en marquant si peu de buts. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Ça devait arriver, je pense que c'est un peu vrai. Dans cette continuité. Mais la transition est faite parce que j'allais te parler de nos meilleurs joueurs offensifs, que ce soit Griezmann et Mbappé. Ils n'ont pas été dans leur standard, dans leur niveau de jeu, et pourtant on est quand même allé en demi-finale. Donc c'est un point négatif, enfin un point positif dans un point négatif, c'est que on a trouvé. Je le reviendrai plus tard, mais notre secteur défensif a été juste incroyable. Et je pense qu'il n'y a pas tout à jeter, malgré qu'on soit éliminé en demi-finale et que nous, Français, avec le foyer qu'on a, on peut clairement viser le titre. Mais ça fait un deuxième revers voilà, dans une grande compétition et malheureusement, ça va laisser des tâches. C'est vrai. Je pense en fait à un joueur en particulier quand même qui m'a impressionné sur ce tournoi. Il partait pas titulaire avant le début de l'Euro, c'est quand même William Saliba qui prend cette place de titulaire et qui la prend d'une façon quand même avec ce calme, cette confiance, ce niveau de maîtrise dans son jeu défensif en fait, dans sa technique de défense qui montre en fait et qui prouve qu'il a clairement les épaules pour occuper ce poste de titulaire dans la charnière centrale des Bleus. Et au départ, on était un peu perdu sur qui serait titulaire. Il a clairement rempli ce rôle-là. On sait que Deschamps n'était pas forcément enclin à le faire jouer parce qu'il avait quand même de nombreux mois maintenant de belles performances avec Arsenal à son actif. Il est très, et donc, cette fois-ci, il a pris sa continuité, place. Ouais. Dans la continuité il a pris sa place. Koundé, incroyable Euro aussi. Qu'on pensait encore une fois
pas forcément à son poste, en tout cas en arrière droit, parce que de base c'est un défenseur central de métier. Donc et il nous prouve qu'en fait il a été capable de faire d'excellents mouvements offensivement, très solide défensivement. C'est même son match face au Portugal, et comment il arrive à gérer les AO malgré la vivacité et la folie de ce joueur. Pareil pour Jérémy Doku contre la Belgique, c'est assez incroyable. Il nous a fait un super Euro. Upamecano, pareil, rien à dire, pas d'erreur manifeste comme il a pu nous en faire par le passé, pas de gros manque de concentration, donc aussi beaucoup de satisfaction à ce niveau-là. Et pareil, Théo Hernandez, lui fait toujours le boulot, même si j'ai trouvé, je sais pas ce que t'en penses, que sa demi-finale, elle était quand même un peu moyenne. Je le trouve assez bon sur cette compétition. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 matchs où il y a eu un peu moins de prise d'initiative et je pense que ça a tout de suite été remarqué dans le jeu de l'équipe. Mais forcément, il y a un déséquilibre quand Kylian Mbappé n'est pas forcément le joueur qui va défendre et respecter le plan de jeu de pressing ou le plan de jeu dès que la France n'a pas la balle. Mais clairement, il a su aussi faire des différences, apporter énormément. On a vu une équipe de France qui, dans les matchs importants, notamment contre le Portugal, où les latéraux touchait énormément la balle. Il fallait que nos latéraux soient dans des bons jours parce que Lucas Hernandez est plutôt à l'aise, mais Koundé c'est pas forcément le joueur offensif type, le joueur qui va apporter offensivement. Et malgré ça, il a pu être aux avant-postes et être présent pour l'équipe de France. Mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande et il a su le faire. Donc je pense notamment au match contre la Belgique où il a été homme du match, c'est ça. Donc il a su le faire et il a su aussi le prolonger dans les autres matchs. Mais voilà, il manquait clairement peut-être certaines choses. Moi, je voulais juste revenir au milieu de terrain où pendant la poule, il y a eu énormément de joueurs qui ont beaucoup joué. Je pense à Kanté, Tchouaméni et Griezmann. Je pense que c'était des joueurs qu'il fallait tourner un peu parce que déjà, vu leur saison où ils ont énormément joué, il fallait qu'ils se reposent. Peut-être tourner face à la Pologne, c'était un match un peu plus abordable. Moi, je pense que c'est vraiment un point que je regrette de la part de Deschamps. J'ai l'habitude de le protéger ou de le défendre parce que ce qu'il nous a apporté tout au long de ces années, c'est juste extraordinaire. Et comparé à d'autres sélectionneurs où d'autres sélectionneurs sont un peu plus chaotiques avec leur foyer, lui a su nous emmener souvent dans le dernier carré et a su faire des performances. Et puis le titre de champion du monde, on l'oubliera jamais. C'est sûr. Mais sur ces petits détails de coaching, c'est vrai que j'ai eu du mal. Je pense qu'il fallait faire tourner et reposer des joueurs qui ont fait des énormes saisons avec leur club. C'est là aussi le problème des calendriers qui sont surchargés. Dani Carvajal en parlait aussi, le joueur de l'Espagne. Donc c'est un peu dur aussi de le dire après coup, mais pour moi c'était important aussi de faire confiance peut-être aux 8 joueurs qui n'ont pas eu quelques minutes pendant cet Euro, et puis surtout à des joueurs comme Coman qui a eu que seulement 16 minutes dans un Euro alors que il avait consacré sa remise de blessure uniquement pour cette compétition. Et puis c'est des petits détails qui font que aujourd'hui la France n'a pas su pendant une heure de jeu égaliser et surtout des joueurs qui n'ont pas été inspirés au niveau offensif, et je pense qu'on en reviendra tout le temps. Je pense à un Dembélé qui me frustre énormément quand je le regarde jouer. Il a été très très bon au niveau de la provocation, que ce soit quand il rentre ou quand il est titulaire. Malheureusement pour un centre ou une finition, ça a été très compliqué. Mais il n'y a pas que lui, donc c'est aussi le problème qu'on va souligner tout au long de cette compétition. Maintenant, à eux de faire des progrès et aussi de revenir en France avec l'équipe de France plus tard avec d'autres intentions. C'est sûr. Moi, j'aurais simplement voulu évoquer un tout dernier sujet au niveau de la France, la suite. Notamment, on va parler des départs et des potentiels départs. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, en tout cas, au sein de cette équipe de France pour plus revoir, en tout cas, d'élimination de ce type-là, et puis, en tout cas, du changement peut-être dans la façon de jouer. On sait déjà qu'il y a certains joueurs qui vont partir. On pense notamment à Giroud qui tire sa révérence après cet Euro. On ne sait pas ce dont sera l'avenir de Griezmann en équipe de France. On n'est pas non plus assuré qu'il reste. Kanté, est-ce qu'il continuera avec la France malgré son très bon Euro? On ne sait pas non plus. Et puis il y a surtout cette question d'Didier Deschamps. Est-ce qu'on continue avec lui? On peut toujours, on peut dire ce qu'on veut, mais il a un contrat jusqu'en 2026. C'est ce que rappelait le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo.
et qui, au travers de ses déclarations, l'a clairement confirmé en fait jusqu'en 2026, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Moi, je regrette un petit peu ça, mais c'est vrai qu'il a un contrat. Après, c'est compliqué. Je pense que, en tout cas, dans l'objectif de cette prochaine Coupe du Monde, personnellement, j'aurais déjà aimé voir du changement. Et pour commencer, un changement de sélectionneur avec, on sait, Zidane qui attend juste derrière. Tu penses que ce serait la bonne solution, toi ? Écoute, c'est un peu le sens de l'histoire, j'ai envie de te dire. Depuis qu'il a quitté le Real Madrid, il trouve pas d'autres clubs. Et puis, on sent qu'après 12 ans passés en équipe de France, qu'il attend on sait qu'il attend ce poste. Pour moi, je suis un peu plus mitigé par rapport à ça. Je pense que c'est aussi un fantasme français de voir Zinedine Zidane sélectionner l'équipe de France. Il a eu des années magnifiques en tant que coach au Real de Madrid. Mais d'un côté tactique, je ne pense pas que ce serait forcément la bonne solution. Après, je sais que Zinedine Zidane est capable de tout et je sais qu'un jour il prendra l'équipe de France. Mais pour moi personnellement, j'aimerais bien garder Didier Deschamps jusqu'à la fin de son contrat. Je sais que une Coupe du Monde arrive. Il y aura une nouvelle génération qui va se dégager pendant les 2 ans. Certains joueurs ne feront pas cette Coupe du Monde. Je pense à Antoine Griezmann qui est peut-être sur le fil. Des leaders aussi qui vont bouger. 2 années en club de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Donc il y aura pas mal de choses qui vont changer d'ici là. Donc j'espère que Didier Deschamps aussi aura la maturité aussi de comprendre certaines critiques, ce qu'il n'a pas fait à certains moments. Mais j'en espère encore de Didier Deschamps, malgré que ce soit longtemps qu'il soit au poste. On a vu d'autres sélections, je pense à Gareth Southgate qui a été énormément critiqué, qui a resté, et dimanche il va jouer une nouvelle finale d'Euro, la 2e consécutive. Donc de faire confiance à des coachs qui savent comment la machine marche, pour moi c'est pas si mal après toutes les reproches qu'on peut faire à Didier Deschamps. C'est vrai. Moi j'ai simplement en fait un tout petit sujet avec lui, c'est que j'ai du mal à le voir exercer ou en tout cas appliquer une réelle remise en question sur sa façon de gérer l'équipe de France. Pas dans la gestion des hommes, mais plutôt dans la gestion de sa tactique et du jeu qu'elle propose. Donc à voir. Après effectivement, il a un contrat, donc moi j'attends de voir ce que ça va donner. Et encore une fois, Zidane ou pas, je voulais simplement plutôt appuyer sur le fait que j'aimerais voir du changement. Zidane ou pas, ça après, c'est pas forcément mon. Et je te rejoins sur ça. Je te rejoins sur ça. C'est simplement du changement dans les hommes qui lead et qui mènent cette équipe de France. Pour dans la philosophie de jeu, voir quelque chose de nouveau. Parce qu'encore une fois, après 12 ans, je pense qu'il est temps de tourner la page. Mais on verra ça en tout cas dans les prochaines semaines et dans les prochaines années. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de cette finale ? Tu parles des Anglais, c'est une bonne transition. Ils ont réussi à se qualifier dans les tout derniers instants face aux Pays-Bas. Et encore une fois, c'était chaud, mais je les ai trouvés quand même mieux sur cette demi-finale, les Anglais. Je sais pas ce que tu en penses. Un peu mieux, oui. C'est vrai que c'est une équipe qui a énormément d'individualité, mais malheureusement, elles n'arrivent pas forcément à travailler ensemble. On a vu un Harry Kane un peu mieux aussi hier, un penalty litigieux pour moi qui reste vraiment... pour moi, personnellement, je l'aurais pas sifflé. Et on a vu une équipe d'Angleterre qui a su aussi renverser ce match après l'ouverture du score de Xavi Simons. Mais c'est une équipe qui a du mal peut-être aussi à avoir des schémas offensifs, à créer et puis à se retrouver, parce que c'est des joueurs qui dominent leur championnat. Je pense à Bellingham qui est meilleur joueur de la Liga, Foden meilleur joueur de la Première Ligue, Kane meilleur joueur de la Bundes. Donc pour moi sur la feuille c'est clairement la meilleure équipe. Mais on l'a vu en Espagne, c'est pas forcément les meilleurs joueurs du monde, mais tellement la chimie est bonne, tellement le jeu est bon et que c'est bien coaché avec une philosophie de jeu. On l'a toujours connu en Espagne avec énormément de passes, de schémas de passe préférentiels, que ce soit à partir du goal ou de l'autre partie du terrain. Mais quand ça arrive près de la surface, ils sont toujours très bons. En plus, cette année, ils ont 2 joueurs des ailiers qui sont vraiment virevoltants et qui leur permettent de créer le danger à n'importe quel moment. Mais il faudra que l'Angleterre chasse leurs démons, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné un titre, il me semble, de 66, c'est ça ? Alors je sais plus si c'est 66 ou 56, mais effectivement ils n'ont qu'une seule Coupe du Monde dans leur histoire. C'est 66. Très maigre. C'est ça. 66. L'équipe de Bobby Charlton. Oui, et de Bobby Moore, exactement. Vous étiez peut-être jeune. Non, écoute, si je peux conclure sur l'Angleterre-Espagne qu'on va avoir dimanche, je vois une rencontre qui sera un peu à l'image de celle qu'on a jouée nous, mais je sens quand même que les Anglais, ils ont davantage de garanties offensives pour faire mal à l'Espagne.
Après, je vois quand même l'Espagne supérieure. Et en fait, cette Espagne, en dehors du fait qu'elle ait un jeu de passe magnifique qui est ancré dans son ADN, comme tu l'as dit, en fait, ce nouveau sélectionneur, Luis de la Fuente, il a apporté un nouvel aspect au jeu espagnol, c'est cette verticalité, cette projection vers l'avant grâce à Nico Williams et à Lamine Yamal. Et en fait, ça fait totalement la différence. Ça leur ouvre des possibilités qui sont tout autres. Ils sont capables de tout faire, ces Espagnols. Donc, et des joueurs qui il faudrait avoir une équipe d'anglais. Oui. Et des joueurs qui sont bien meilleurs en sélection qu'en club. Hein. Oui, Exactement, c'est clair. Je pense à Laporte qui s'est exilé aussi en Arabie Saoudite, qui a gardé un niveau excellent. Également, exactement. Donc voilà, ils ont un très bon gardien, ils ont de superbes latéraux. D'ailleurs, un gros coup de chapeau à Jesus Navas qui a fait une super mi-temps à son âge face à Mbappé en demi-finale. Mais ouais, je vois ces Anglais qui seront quand même bousculés, mais encore une fois, c'est une finale d'Euro, c'est indécis, donc je me prononcerai pas, je donnerai pas de prono. Je pense pas que ce soit. Il faut que tu te mouilles. Si. Il faut que tu te mouilles. En fait, faut que je me mouille. Ouais, et d'ailleurs, on va le demander ensuite à nos invités qui sont restés moi, avec je dirais, nous. comme la France, un 2-1 pour l'Espagne et victoire d'Espagne. Moi, je vois l'Espagne aussi, au vu du jeu et de tout ce que vous nous avez dit à l'instant. Je vois bien l'Espagne. Alors moi, du coup, je vais dire l'Angleterre. Ouais, je dirais bien un titre espagnol. Ouais. Un titre espagnol. Ouais. On est mitigé sur le plateau. Et toi, Driss ? Moi, je verrais bien pour l'histoire l'Angleterre, parce que voilà, ils ont galéré toute la compétition. Je les vois bien garder dans leur style un peu voilà, catastrophique, mitigé, revanchard. Ouais. Et puis surtout la revanche de leur dernier Euro qu'ils avaient perdu à domicile à Wembley. C'est leur première finale d'Euro hors terre anglaise, donc il va falloir pour eux peut-être avoir cette dimension pour remporter ce titre qui date pour tout leur peuple. Et puis voilà, la dynastie d'un joueur comme Bellingham qui a fait une saison incroyable, ce serait juste ouf. Et puis ça lui certifie. Sûrement Ballon d'Or. Ouais, avec ce titre, je pense. Sûrement Ballon d'Or. Ça se partagera avec son coéquipier du Real. Ouais, c'est sûr. Toi, tu veux pas la victoire du beau jeu de l'Espagne, Driss ? Ah, je l'ai encore en travers de la gorge. Ça m'a pas plu. C'est vrai. Et ben voilà, je pense qu'on peut clôturer cette page Euro là. Excellent. Merci Adrien et Driss pour votre expertise et votre débrief sur notre aventure sur l'Euro de nos Bleus, et puis également au sens un peu plus large avec cette finale qui se profile à l'horizon. Voilà, avec encore une chouette soirée en perspective footballistique, voilà, week-end. Donc voilà, vraiment encore du beau spectacle en vue. Et ben moi je vais en profiter pour vous remercier. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition dans 9-2-1 Partez. Adrien, Driss, et puis également nos amis handballeurs Simon et Bernard. J'en profite également pour vous remercier. J'ai pris énormément de plaisir à animer cette émission. Ah, ça se voit, hein. Tu as été très à l'aise aujourd'hui, donc très content. Merci. Ouais, t'as été bon, Tom. C'est plaisant, mais je suis bien entouré. Voilà. Donc voilà, et ben écoutez, on se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit pour la dernière de la saison déjà. Donc prenez déjà date d'ores et déjà pour dans 2 semaines à 18h. Et puis on vous souhaite une excellente soirée et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. On revient pour le handball. Radio Grand Lac. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.